n'est pas un pays d'immigration et nous devons nous donner les moyens réglementaires et administratifs de gérer un quota zéro d'immigration. La France n'est plus, ne peut plus être une terre d'immigration nouvelle. Je l'ai déjà dit et je le réaffirme, quelque généreux qu'on soit, nous ne pouvons accueillir toute la misère du monde. Il y a plus de médecins béninois aujourd'hui qui exercent en France que de médecins béninois qui exercent au Bénin. On a basculé d'une immigration du travail vers une immigration du social, dans lequel on a de plus en plus d'étrangers qui viennent en France uniquement pour bénéficier de prestations sociales. 1 million de qu'on plus offre sous le mandat très de généreusement. Nicolas Sarkozy. Comment allez-vous gérer le problème des déficits alors que l'immigration coûte des milliards à la France? Un excédent de 12 milliards par an dans l'immigration, études Université de Lille. Alors il faut la doubler, madame, comme ça il y aura 24 milliards de bénéfices. Les responsables politiques disent des choses étonnantes sur les immigrés, en particulier quand il s'agit d'en évaluer l'impact sur l'économie. En réalité, chacun a sa vision de l'immigré, sans même savoir de qui l'on parle. Sortons des idées toutes faites qui brouillent les débats. Un immigré est une personne qui est née étranger à l'étranger. Il a traversé une frontière pour venir s'installer au moins 1 an sur notre territoire. L'enfant d'un immigré né en France n'est en aucun cas un immigré. C'est donc une aberration de parler d'immigrés de la 2e génération. L'idée dominante veut que les immigrés en situation régulière nous coûtent une fortune. Ils occuperaient une part importante dans notre population. Car un peu comme avec les températures, réelles ou ressenties, nous avons parfois la sensation d'être envahis. Nous pensons qu'il y a trop d'immigrés en France. 15, 20, 25% selon les enquêtes d'opinion. Mais la réalité est tout autre. La part des immigrés légaux en France est certes en hausse, mais à un rythme qui est loin de l'explosion, 1,2 points en 30 ans. 2 000 €, 800 €, réduire 8,8% de notre population à sa valeur économique a-t-il un sens? Peut-on mesurer le rôle des immigrés dans notre économie? Nous croyons que les immigrés sont majoritairement pauvres, dépendants des aides, le plus souvent noirs ou arabes, confinés dans de minuscules appartements. Or, cette population regroupe des personnes d'origine et de niveau social très variés, allant du joueur de football de Ligue 1 à la femme qui garde nos enfants. Il est temps de rencontrer ceux que l'on ne voit jamais, ceux que l'on n'entend pas, de casser cette machine à fantasmes, car des fantasmes, il y en a beaucoup. La France est beaucoup trop attractive socialement. Les immigrés sont un fardeau pour l'État. Et qui gagnent 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Nous n'avons plus les moyens de le financer. Quand ils arrivent, on leur donne de l'argent. Recevoir une allocation dès l'arrivée, ce n'est vrai que pour une seule catégorie d'immigrés, les demandeurs d'asile. C'est le cas de Yazan, 19 ans, arrivé de Syrie. Voici donc un des visages de l'immigré par qui les malentendus arrivent. Je suis parti aux États-Unis au début et il me laisse pas entrer. J'ai appelé mon père et je lui dis voilà, c'est ça, je suis pas accepté aux États-Unis et tout. Et du coup, je suis rentré en France. Et qu'est-ce que je fais? Il m'a dit voilà, cherche un policier et dit des trucs comme ça. Il a fait Google traducteur parce que ouais, il m'a dit c'est bon, tu demandes asile politique, tu dis ça et après tu vas voir. Et voilà, c'était comme ça. Yazan a perçu l'allocation temporaire d'attente une fois son dossier enregistré auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA. Cette allocation est de 11 € par jour. Pourquoi cette somme? Parce que la loi stipule que le demandeur d'asile n'a pas le droit de travailler. Yazan place tous ses espoirs dans la réception d'une lettre qui lui annoncera qu'il a obtenu le statut de réfugié. Son sésame pour rester ici. L'enjeu est de taille. L'année dernière, l'OFPRA a rejeté 82% des demandes. Demander n'est pas recevoir. Pour compléter ses 330 € par mois d'allocation de subsistance, Yazan reçoit un peu d'argent de son père resté en Syrie. Tous n'ont pas cette possibilité. Être demandeur d'asile n'est pas un choix. Rien à voir avec les 200 000 immigrés légaux hors Union européenne qui s'installent en France. Ces derniers n'ont droit à aucune aide financière. Ils en sont plutôt de leur poche. Je pense que si on veut discuter sereinement du coût de l'immigration, il ne faut pas seulement se poser la question de ce que ça nous coûte à nous,
Il faut aussi se poser la question de ce que ça leur coûte à eux et de l'investissement qu'ils ont consenti pour venir en France. Je viens de Pérou. C'est un joli pays d'Amérique du Sud. Et je suis de Lima, qui est la capitale. J'ai parlé avec mon banque péruvienne et je lui ai dit je voudrais faire une expérience en France. Ils m'ont donné de l'argent, mais dans ce moment, j'étais sûre que les prochaines années vont être une année difficile. J'ai trouvé un travail qui m'aide pour payer mon prêt, pour payer mon carte bancaire. J'ai besoin d'un peu plus d'argent pour continuer à payer. C'est un compromis que j'ai pour 4 ans. Non, c'est beaucoup. Le cas de Milly bouscule notre regard sur ce qu'est un immigré. Ce n'est plus forcément un homme solitaire venu du continent africain. Aujourd'hui, l'immigration se féminise. La majorité des immigrés sont des femmes. Et la France n'accueille pas la misère du monde. Les plus pauvres ne migrent pas. Ce sont des gens qui commencent à atteindre un certain niveau de prospérité économique, qui ont les moyens de migrer. Car pour migrer, il faut quand même avoir des moyens, il faut être informé, il faut avoir une idée un peu du monde, il faut avoir des contacts. Et les plus pauvres n'ont pas les contacts et les moyens nécessaires. Revenons à nos immigrés majoritaires, ceux qui peuvent toucher des aides. Sont-ils venus en France, attirés par notre générosité? Je n'ai jamais eu de l'essai de l'État, principalement parce que quand j'étais à Nice, je ne savais pas à propos de la CAF. Et après, quand j'ai appris de la CAF, il était 3 mois avant de finir mon MBA, et j'ai dit, pour 3 mois... Tu vois, à Nice, je n'étais pas consciente. Aujourd'hui, si j'ai appris de la CAF, bien sûr, j'irai. Milly n'est pas une exception. 30% des immigrés n'auraient recours à aucune aide. La complexité administrative, le manque d'informations, la barrière de la langue expliquent cette situation. Mais ceux qui touchent des aides reçoivent-ils plus que les natifs? Et à quelles conditions? Notre système n'est pas plus généreux envers les immigrés qu'il ne l'est envers les Français de naissance. C'est-à-dire que les conditions d'accès au système de protection sociale sont les mêmes, voire même sont parfois plus strictes pour les populations immigrées. Les aides en France, elles sont conditionnées par des questions de régularité du séjour, d'une part, par des conditions de durée de séjour en France, et par un certain nombre de critères qui sont les critères qui sont d'ailleurs appliqués à d'autres franges de la population française. Donc il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas une attraction supposée des dispositifs d'aide et d'allocation vis-à-vis des populations immigrées. En réalité, rien n'est dû aux immigrés. Pour obtenir le RSA, le revenu de solidarité active, il faut avoir un titre de séjour en règle et 5 ans de présence sur le territoire. La couverture médicale universelle, la CMU, n'est accordée qu'aux immigrés ayant un titre de séjour et après 3 mois de présence sur notre sol. Quant à l'AME, l'aide médicale d'État qui alimente tant de controverses politiques, elle ne concerne que les immigrés sans papier, justifiant de 3 mois de présence sur notre territoire, et représente 0,4% de l'ensemble des dépenses de la branche santé. Il y a fort à parier qu'en arrivant de Pologne, jeune, diplômé des Beaux-Arts, Julia ne savait rien de l'AME ou de nos prestations familiales. Ce qui a motivé son installation tient à un tout autre domaine. Je suis venue en France pas parce que j'étais forcée, ma situation dans mon pays m'obligeait de le faire. C'était mon choix, c'était par amour. Je rencontrais mon actuel mari en Pologne, qui est venu en stage Erasmus aux Beaux-Arts. Voilà. 7 ans plus tard, Julia travaille dans une boutique de prêt-à-porter haut de gamme. Elle a un enfant de 4 ans, Luciane. En fait, Julia mène une vie de famille de classe moyenne comme il en existe partout en France. Celle qui ne touche aucune aide sans pour autant se permettre des folies. J'ai fait mes études en Pologne, donc j'ai jamais vraiment travaillé en Pologne. Je découvre vraiment la vraie vie adulte en France. Quand on a eu notre premier appartement, on a eu un peu d'aide au logement. Mais ça a duré 1 an peut-être, 2, pendant que j'étais étudiante et mon mari il était toujours étudiant, mais il a commencé en parallèle son activité professionnelle. Voilà, et moi toute seule, j'ai jamais eu d'aide.
je me sens pas comme un fardeau parce que je travaille, je paye tout ce qu'il faut payer et puis voilà, la preuve, on essaye de profiter le moins possible. On essaye de se débrouiller et d'appartenir à la société, tout simplement. Julia ne perçoit aucune aide parce qu'elle n'y a pas droit. Milly, elle, ne demande rien parce qu'elle ne sait pas. Quant à Yazan, son statut de demandeur d'asile lui permet de bénéficier d'une allocation. Mais les autres, sont-ils plus nombreux à percevoir des aides que les natifs ? Les immigrés se retrouvent en règle générale surreprésentés dans un certain nombre de prestations, en particulier en matière de chômage, d'aide sociale, d'aide à la famille. Donc les immigrés sont surreprésentés dans les risques pour lesquels on dépense finalement le moins, c'est-à-dire tous les risques hors santé, dépenses de retraite, qui représentent, on va dire, pas loin de 80% du total de la dépense de protection sociale en France. Si l'on compare avec le reste de la population, les immigrés coûtent moins à l'État, là où l'État dépense le plus, la santé et la retraite. Tout simplement parce que les immigrés sont jeunes et donc plutôt en bonne santé. Et quand ils travaillent, ils cotisent. De ce fait, ils apportent leur part à notre économie. J'ai pris rien de l'État de France, rien, mais je donne parce que je suis ici et je travaille. J'ai mon salaire et quand ils m'en expliquent pourquoi comme ça de mon salaire et là-bas, ils m'ont dit c'est pour la retraite. Dans ce moment, je comprends et je respecte beaucoup la planification de l'État pour avoir une bonne retraite. Maintenant, je dis, est-ce qu'il y a une possibilité, je ne le dis pas, mais je pense, il y a une possibilité de dire non, je ne veux pas mon retraite, donnez-moi l'argent, mais parce que c'est beaucoup. La retraite, la mutuelle, la sécurité sociale, tout. Voilà bien une réaction universelle, pester contre les charges. Mais justement, regardons comment les immigrés contribuent au système. Si l'on calcule la différence entre ce que les immigrés versent en cotisation et en impôts, et ce qu'ils reçoivent en prestations sociales, quel sera le résultat? Quelle est leur contribution fiscale nette directe? Dans la plupart des pays de l'OCDE, la contribution fiscale nette directe est positive pour les ménages immigrés, c'est-à-dire les ménages où il y a au moins une personne qui est immigrée. Elle est légèrement moins positive que pour les natifs, et ça c'est dû au fait que les ménages immigrés contribuent moins au système, mais pas au fait qu'ils reçoivent plus de prestations sociales. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, l'immigration, les ménages immigrés contribuent positivement ou négativement aux finances publiques, mais toujours de façon marginale. Ça représente en général moins de 1 demi-point de PIB. 1 demi-point de produit intérieur brut, c'est tout. Premier enseignement, les immigrés suivant les années contribuent plus à notre système qu'ils ne reçoivent. Deuxième enseignement, il serait illusoire de vouloir établir une politique migratoire basée sur le coût ou le bénéfice financier de l'immigration. Contrairement à ce qui se passe en Allemagne ou en Italie, le nombre de demandeurs d'asile en France a baissé de 4% entre 2013 et 2014. Yazan attend une réponse de l'OFPRA depuis presque 1 an. C'est la moyenne du délai d'attente. Les autorités souhaitent le ramener à 8 mois. Salut, ça va? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, oui. Alors? C'est le premier jour? Comment? Ouais, tout va bien, oui. Ah, sérieux? C'est super, mais il y a beaucoup de matière, il a l'air difficile. Ah non. Pour toucher du doigt une certaine normalité, Yazan retrouve régulièrement son ami Maj, étudiant syrien en Master 2. On était là, à côté de ton université et tout, j'étais vraiment jaloux. Pourquoi? Tout le monde, tous les étudiants, partout et tout, et moi je ne fais rien. Ça fait 1 an que je juste regarde les étudiants et tout faire tout. Franchement, je sais pas quoi dire, Je veux avoir mes papiers, tu vois, je cherche une université, boulot, je te dis, n'importe quoi, mais une chose pour faire. Vraiment, les démarches administratives et tout ça, moi je sais pas, c'était vraiment choquant pour moi. Il me demande d'avoir à peu près 7 300 € dans mon compte.
L'an dernier, je donnais une prise en charge par mon oncle. Ils ont accepté, c'était bien. Mais là, j'ai donné exactement la même chose. Ils ont refusé. C'est malheureux parce que moi, j'ai ce qui est suffisant pour moi pour quelques mois. Mais j'ai pas 7000, bien sûr. Heureusement, j'ai un peu travaillé pendant l'été, comme c'est bien, alors... Un petit peu? Oui. Ça va, je gardais un peu à côté, mais... Tu vas essayer de demander de l'argent à tout le monde. Il faut demander. Malheureusement, il faut demander. Ouais, bon courage. Ah oui. Moi, je suis désolé. T'as 7000 € avec toi? Ouais. Demain. Ce que demande l'administration à Mage est la règle. Une majorité d'étudiants doit justifier de 7 300 € sur son compte en banque. Mais ce que l'on sait moins des étudiants étrangers en France est qu'entre leurs frais de scolarité, les billets d'avion et de transport, leur logement et les dépenses lors de la venue de leur famille, ils rapportent 4,6 milliards d'euros par an à notre pays, quand l'État en dépense 3 pour leur scolarité. Il existe un autre domaine où les immigrés participent activement à notre économie, quels que soient leurs revenus. La consommation. Les immigrés, tout comme les natifs, paient des taxes indirectes comme la TVA à chaque fois qu'ils achètent des produits ou des services. Ces impôts, autant de bénéfices pour les caisses de l'État. Qui profite également de ces achats ? Les marques qui se sont lancées par exemple à l'assaut de cette population en développant des produits dits ethniques qui coûtent en moyenne 10 à 20% plus cher. En 2005, les ménages immigrés ont versé près de 18,5 milliards d'euros de taxes sur la consommation. Normalement, tout le monde devrait être content de cette manne. L'État pour ses finances et les entreprises pour leur chiffre d'affaires. Ils se frottent les mains, mais en silence. Au revoir. Au revoir, merci. Alors les immigrés reçoivent-ils plus qu'ils ne donnent? Sont-ils des privilégiés dans notre société? Les immigrés sont comme le reste de la population, c'est-à-dire que nous coûtons à la société quand nous sommes enfants, nous rapportons quand nous travaillons et que nous cotisons, nous coûtons à nouveau quand nous sommes âgés et que nous entrons dans des situations de retraite et puis ensuite de dépendance. Donc tout cela dépend évidemment du cycle de vie. L'immigration du travail est quelque chose qui est gérable. Les immigrés prennent le travail des Français. Nous avons tant de chômeurs, nous ne pouvons pas accueillir de nouveaux étrangers. En moins, c'est aussi simple que Ils ça. viennent pour travailler alors qu'on a 4 millions de chômeurs. Cette dernière affirmation mérite notre attention. L'immigration de travail, comme on l'appelle, est-elle aussi importante qu'on le dit? Quels sont les motifs qui poussent les immigrés à venir en France? Il y a à peu près 200 000 entrées en France qui sont accordées officiellement à des migrants non européens. Eh bien, l'immense majorité des motifs sont des motifs qui ne sont pas économiques. La migration de travail représente sur ces 200 000 entrées au maximum 10 000 personnes, ce qui est dérisoire. Tout le reste, c'est la migration estudiantine, la migration familiale, mais au sens du regroupement familial autour d'un étranger qui a commencé à venir en premier. Il y a les conjoints de Français, puisque toute personne a le droit d'épouser un étranger ou une étrangère. Et il y a enfin la migration de refuge ou d'asile. Donc quand vous sommez tous ces motifs de migration, vous apercevez qu'en fait la grande majorité des migrants qui viennent chez nous viennent parce qu'ils en ont le droit. Faisons preuve d'un peu d'humilité. La France n'est pas le territoire le plus convoité par les candidats à l'immigration. Les États-Unis, la Russie, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Royaume-Uni se placent devant nous. Nous ne sommes pas sur le podium, nous occupons la 7e place des pays qui comptent le plus d'immigrés. Il fut un temps, durant les 30 Glorieuses, où les travailleurs étrangers venaient majoritairement sur notre sol à la demande des entreprises et des pouvoirs publics. La France manquait de bras. Cette main-d'œuvre, peu qualifiée, vivait dans des habitats souvent insalubres. Leur recrutement se passait ainsi. Tu n'as jamais travaillé en usine? Jamais de l'usine. Jamais? Oui, l'usine n'est pas Afrique. Il n'y a pas d'usine en Afrique? Il n'y a pas d'usine en Afrique. Tu es cultivateur là? Oui. Tu es cultivateur aussi? Cultivateur Afrique. Bien. Oui. Tu auras le numéro 487. 487. 487. 90% des autoroutes et un logement sur 2 ont été construits par des immigrés. À eux, les emplois difficiles, dégueulasses, dangereux et les salaires les plus bas. Aujourd'hui, l'activité des immigrés s'est considérablement diversifiée.
Mais certains secteurs comme le nettoyage, la surveillance, le bâtiment, l'aide à la personne pourraient être qualifiés d'immigro-dépendants. L'hôpital est en passe d'entrer dans cette catégorie. Et à défaut de pouvoir délocaliser, le secteur de la santé fait appel à du personnel médical étranger. Leur nombre a augmenté de 43% entre 2008 et 2013. Ce phénomène s'apparente à une délocalisation à l'envers et à moindre frais. Laurentin, c'est toi? Bonjour. Tu t'es cassé les bras, comment? Une manège. D'accord, t'as été faire un manège et puis tu es tombé, tu t'es cassé le bras. Pourquoi tu viens là? C'est quoi ta question, Florentin? Pourquoi tu viens là? Moi, si tu dis, je suis anesthésiste. Donc c'est moi qui m'occuperai de t'endormir, d'accord? Ouais. Parce que pour l'opération, il faut que tu sois endormi, pour ne pas avoir mal. Et ça, c'est mon job, d'accord? J'ai l'impression, je crois bien. Alors, Florentin, je vais te demander d'ouvrir la bouche et dire ah, grand. C'est parfait, c'est bien. J'ai été formé en tant que médecin au Maroc. Donc c'est le Maroc qui a supporté cette formation. J'arrive en tant que médecin, même si j'ai commencé ma spécialité. C'est à ce moment-là que je commence à coûter au système français. Mais j'exerce, donc j'apporte aussi. Je voulais faire ma spécialité ici en France. J'avais envie de l'avoir, et d'ailleurs je l'ai eu avec une très bonne note, parce que j'étais majeur de la promotion. Quand on arrive, on a quand même un point sensible, c'est le fait d'être immigré, d'être étranger. Et ben on sent encore plus envie d'aller plus loin et de donner la preuve qu'on mérite. Mériter sa place, même si l'on vient combler un manque de main-d'œuvre. Diplôme français en poche et naturalisé, Mohamed n'entre plus dans la catégorie des praticiens à diplôme hors Union européenne. Son expérience dans différents hôpitaux, ses discussions avec ses collègues amènent Mohamed à casser une autre idée reçue qui lie immigration et soins. Les immigrés ne viennent pas ici que pour se soigner. Ceux qui viennent que pour se soigner sont très rares. On cherche, ce qui est logique, à faire des économies. Et le déficit de la santé, c'est pas les immigrés. D'accord. C'est plein de dysfonctionnements qu'il faut régler. L'immigration, elle est complètement différente selon le statut de la personne, selon le métier qu'il exerce, le pays d'origine. Moi, j'ai cette chance d'être médecin parce que c'est un métier qui est recherché. Il est clair que le regard, il est complètement différent. Et puis, il y a ce que nous sous-estimons toujours à propos des immigrés, leur esprit d'initiative. Sur l'année 2010, 25 000 entreprises ont été créées par des immigrés, soit 7% de l'ensemble des créations. Quand on arrive dans un territoire qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas les codes et où on peut aussi être victime de discrimination, il est finalement plus facile de monter une affaire. Donc c'est pour ça aussi qu'on a une grosse concentration des immigrés dans l'hôtellerie-restauration. Effectivement, c'est plus facile. On ne se heurte pas à la difficulté linguistique. On peut faire appel à ses connaissances, y compris dans le pays d'origine, pour financer. C'est pas non plus un capital à investir nécessairement énorme. La plupart des travailleurs immigrés indépendants sont dans le secteur du bâtiment, du commerce alimentaire, de la restauration ou de la confection. Christian, camerounais, s'est lancé dans le service à la personne handicapée et atteinte de maladies rares. Il emploie 103 salariés, majoritairement des femmes. Quand j'étais tout petit, ma maman m'a toujours apprêté en me disant « tu iras faire tes études en Europe ». Donc depuis tout petit, je savais que je devais voyager. Je suis arrivé en France en 1998. Je venais faire mes études en prépa pharmacie sur la région lilloise. C'est que ma mère qui faisait nuit déjà à 16h et chez moi en Afrique à 18h il faisait jour. Donc sortant de là, bon, je me suis adapté. Bon, il y a eu des coups. C'est la vie du quotidien, mais dans ma culture, on m'a toujours dit rien n'était possible.
Je me suis dit, j'ai une opportunité de travailler, je travaille. Maintenant, si j'ai la capacité de donner le meilleur de moi, je donne le meilleur moi. Et maintenant, si je participe à l'économie française, tant mieux pour moi. Bonjour. Beaucoup de salariés arrivent en retard. Et ce n'est pas normal. Je crois que je vais envoyer une note à tout le monde pour le dire, un retard est une faute lourde. Parce qu'on travaille avec les personnes handicapées, on travaille avec les personnes âgées, donc il faut être... Alors, je sais qu'il y a d'autres qui sont là, mais ça déteint sur le groupe. C'est très important parce qu'il faut qu'on gagne davantage en qualité. Si on gagne en qualité, il y a des contrats qui vont entrer. C'est vous qui travaillez au quotidien. Hein. Si j'ai une mauvaise image, ça vient de vous. Si j'ai une bonne image, on va m'apporter des contrats. C'est tout, on est gagnant-gagnant dans cette affaire. C'est pas seul monsieur qui est gagnant, parce qu'on me dit, voilà, comme le patron chez nous en France, le patron a une mauvaise image, c'est vrai. Je me rends compte que le patron a une très mauvaise image en France. Quand tu dis en France que tu es patron, c'est pas bon. On a des salariés de nationalité française, on a des salariés qui ont la carte de 10 ans, on a des salariés qui ont les cartes de 1 an renouvelables, et qui doivent en permanence travailler parce qu'elles doivent fournir un justificatif de travail, elles sont sous pression. Mais moi, je suis sous pression aussi que j'ai la qualité de service. Un salarié peut avoir 1 an renouvelable, faire une gaffe, j'ai licencié. Bon, maintenant, on se bat au quotidien pour que les salariés, via des formations, puissent pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et que demain, quand elles ont besoin d'aller à la préfecture, elles ont tous les documents nécessaires pour pouvoir renouveler les documents administratifs. Mademoiselle Dutel, sa formation se passe bien? Oui. Vous n'avez pas donné le compte rendu, hein? Oui, parce que j'ai pas le temps. Quoi? Mon emploi de temps est chargé. Ah non, vous êtes ma salariée, hein? Donc vous me donnez un compte rendu? Je sais, mais j'écoute toute la semaine, donc vraiment. Une bonne excuse. Tu peux en trouver des excuses, c'est pas bon. D'une certaine manière, Christian et ses salariés sont les deux pôles opposés de la situation des immigrés au travail. L'un fait partie des 8% qui sont commerçants, artisans ou chefs d'entreprise. Les autres composent 61% des immigrés, employés ou ouvriers. De son côté, Milly est l'archétype de l'immigré que les pays occidentaux s'arrachent. Une main-d'œuvre très qualifiée et multilingue. De la valeur ajoutée importante pour notre économie et nos affaires. Milly n'est pas la seule étrangère dans la société de marketing et stratégie qu'il emploie. Argentins, Allemands, Anglais, tous apportent leur savoir-faire à cette entreprise où les échanges se font essentiellement en anglais. Je pense que je peux apporter ici mon expérience dans notre pays. L'Amérique latine, c'est un bon lieu pour faire du business, donc je peux apporter et je peux dire comme les gens sont là-bas. On est une société à vocation internationale. Ce que l'on vend aussi, c'est cette ouverture et la richesse d'aller comprendre d'autres cultures. Donc ça fait vraiment partie de notre ADN d'avoir des travailleurs étrangers ici. Bien sûr, on recrute aussi les Français. Il n'y a pas une préférence inversée, mais c'est vraiment la mixité qui fait la richesse et surtout qui nous permet, nous, de mieux travailler, d'avoir des éclairages un peu différents et de bien comprendre, de bien délivrer pour nos clients. J'ai l'impression que les boîtes françaises sont encore un petit peu rétrogrades en ce qui concerne justement l'emploi de personnes étrangères. Je pense aussi que l'administration française ne facilite pas forcément les choses. Ça peut parfois repousser certaines entreprises qui ne sont pas structurées ou habilitées ou habituées même à faire ça. Il y a un marché de l'emploi qui constamment amène pas trop d'un Français à s'intéresser à l'immigration. Aujourd'hui, en ce moment, comme il y a 20, 30 ou il y a 150 ans, je dirais que la réalité de la révolution industrielle jusqu'à nos jours a amené cet apport de main-d'œuvre à servir le patronat dans des conditions qui sont jamais fixes. Il y a constamment des périodes économiques qui vont provoquer des relations sinusoïdales, on pourrait dire, avec ces ouvriers immigrés. Et donc l'attitude du patronat est très liée à la réalité économique. Parfois, lorsqu'il y a des besoins de bras, une sorte d'ouverture jusqu'à aller inviter des travailleurs immigrés sur place. Et dès que la fermeture économique, les difficultés économiques interviennent, de repousser cette population qui leur a servi pendant un temps et qui ne leur sert plus.
j'ai tout en mille. Il faut savoir que dans le service à la personne, on a des marges très réduites, mais on essaie de faire de notre mieux pour respecter les engagements, payer nos charges sociales, donc salariales et patronales. En 2013, j'étais en moyenne entre 15 et 16 000 par mois, avec les caisses complémentaires dans les 20 000. Et en 2014, je suis entre 20 000 avec 20 000 ça fait les caisses complémentaires dans les 25 000 mensuels. Je suis fier de participer à l'économie. Voilà, qui n'est pas fier du pays qui l'accueille, lui permet de l'opportunité de travailler. On est très fiers, même si on ne l'écrit pas haut et fort. Christian ou l'homme pressé. La journée s'annonce chargée au Pôle emploi de la Courneuve où un job dating a été organisé. Chaque candidat a entre 5 et 7 minutes pour le convaincre. Bonjour. Je me présente Christian Ken, j'ai une structure de service à la personne. J'embauche parce que je me développe aussi. On recherche un profil au poste assistant de gestion ou assistant administratif pour pouvoir apporter un plus à notre équipe. C'est pour auxilier de vie. Oui. À ce jour, vous êtes professeur de SVT Oui. Au lycée? Oui, au collège lycée. Vous avez un diplôme cap d'enfant? Non, j'ai que les certificats. Vous avez les certificats petite enfance? Oui, parce que je suis là depuis 1 an. Vous avez fait une licence en droit? Oui, au Maroc. Je gérais tout ce qui était accueil téléphonique. J'étais assistante de manager. Oui. À la Société Générale, je me formais au métier des ressources humaines. C'est un moyen pour moi de pouvoir rester en activité professionnelle d'une part et d'autre part d'avoir des ressources financières. Une simple question. Avez-vous déjà travaillé avec des personnes handicapées? Oui. Beaucoup? À domicile. À domicile. Pendant 21 ans, oui. Ça vous dérange pas de vous lever tôt le matin? Ah, je me lève déjà très tôt. Oui. Vous avez fait le trachéo? Oui. Je suis très chouette. Sans le savoir, Christian touche du doigt la réalité de la population immigrée aujourd'hui. Des femmes avec un savoir-faire, des connaissances, mais durement frappées par le chômage. 17,5% des femmes immigrées sont à la recherche d'un emploi, contre 9,7% pour les natives. Il y a 21 personnes, donc je ne peux rien vous garantir. En principe, avant d'embaucher une personne, je fais 3 entretiens. De nombreux freins existent et expliquent la difficulté d'intégration de la population immigrée sur le marché du travail. C'est le revers de la médaille. La discrimination, mais aussi la reconnaissance des qualifications pose problème. Souvent, les immigrés sont obligés de repasser tout ou partie de leur diplôme, ce qui peut prendre plusieurs années. Pour les praticiens à diplôme hors Union européenne, cette reconnaissance peut aller jusqu'à 10 ans. C'est le prix à payer pour exercer pleinement son métier et avoir la même considération qu'un natif. Mohamed, lui, n'est plus concerné par cette situation, mais il continue à être actif au syndicat qui défend ces professionnels de haut niveau sous-estimés. Tu arrives quelque part, on est dans le besoin, oui, docteur, venez, c'est le tapis rouge, on te déroule le tapis rouge. Tu es au service de la communauté, les collègues t'apprécient, les infirmières t'apprécient, l'administration t'apprécie, tu restes là des années, et puis un beau jour, on dit, voilà, tu n'es pas inscrit à l'ordre, tu ne peux pas avoir accès à telle chose, tu ne peux pas siéger dans telle commission. Voilà autant d'éléments de discrimination qu'on peut ressentir. On est recruté pour exercer un métier, quel que soit ce métier-là, parce que voilà, médecin ou quelqu'un dans le bâtiment, c'est pareil. Il n'y a pas de jugement de valeur, mais on est tous considérés comme une main-d'œuvre. Tant qu'on vient de l'étranger, on est une main-d'œuvre. On est une main-d'œuvre, on en a besoin. Et j'ai l'impression que ce qui gêne, c'est qu'il y a dans la tête de beaucoup de Français cette notion que beaucoup n'arrivent pas à se départir de la colonisation, à savoir que, voilà, les pays qui viennent de pays colonisés, ils ne doivent jamais occuper le même titre que les Français de souche. Et ça, beaucoup de gens ont du mal à l'accepter. Et je reviens aussi sur le fait que ces praticiens sont à la fois pour l'économie en France, en fait, c'est un gain pour l'économie en France. Ils ont été formés ailleurs. Donc, cette économie, je pense qu'elle a été même, à un certain moment, évaluée à des centaines de millions d'euros. Donc, une discrimination qui ne dit pas son nom. Et je pense que l'esclavage médical... pour illustrer ce que peut être effectivement... Pour illustrer ce que tu dis, je vais te donner juste un exemple. Le salaire d'un praticien hospitalier temps plein à l'hôpital, à échelon égal, c'est-à-dire au premier échelon, il est de 48 589 €. Et le salaire du praticien attaché
associé temps plein à l'hôpital, il est de 29 845 €. Il y a 40% de différence entre le praticien hospitalier et le praticien attaché associé. Et pour ça, il ne faut surtout pas baisser les bras. Il faut qu'on continue. Dès lors qu'on s'est investi dans un pays où aujourd'hui on se sent français comme tout le monde, on est heureux ici, il n'y a pas raison qu'on fasse marche arrière. Et ça, c'est un élément important. D'autant plus que beaucoup parmi nous ont la nationalité, beaucoup parmi nous sont mariés ici, ils ont des enfants ici, ils vivent ici, ils ont leur logement ici, ils ont tout ici. Participent à l'économie Voilà. Ils participent à l'économie française, ils payent beaucoup d'impôts, donc il n'y a pas lieu aussi de faire marche arrière. Continuer à se battre contre les idées reçues, l'imaginaire. Rien n'est jamais vraiment acquis pour ces immigrés dans leur pays d'accueil. Les idées reçues ont la vie dure. Mais pour ce qui est de leur rapport à notre économie, où en sommes-nous vraiment ? Ils sont importants dans certains métiers, ils apportent aussi une ouverture sur le monde. Donc dans certains métiers qualifiés, dans certaines entreprises internationalisées, ils sont extrêmement importants, c'est vrai. Toutes les politiques d'intégration, y compris d'intégration économique, d'insertion sur le marché du travail par exemple, c'est un véritable investissement. Et toutes les politiques que l'État pourra entreprendre dans ce sens permettront aux immigrés de maximiser leur contribution économique. Vous insistez beaucoup ce soir. On n'en a plus besoin, ils doivent partir. Le nombre, c'est inacceptable. fait qu'il n'y a pas pu y avoir d'intégration. Moi, je vous dis que la solidarité, c'est d'abord la solidarité à l'égard des Français. Notre système d'intégration... S'ils partaient, franchement, ça irait mieux pour notre économie. Une France sans immigrés. Ce serait ça la solution pour retrouver l'équilibre de nos finances publiques ? Certains parmi nous en rêvent et croient que c'est possible. Si les immigrés partaient, ça serait vraisemblablement une catastrophe pour l'économie. D'abord parce qu'une partie très importante de la population française quitterait le pays et donc ne produirait plus de contributions, ne paierait plus d'impôts, plus de taxes, ne consommerait plus. Et puis surtout parce que certains secteurs de l'économie qui dépendent très largement de l'immigration s'effondreraient complètement. Qu'on pense au secteur de la construction, au secteur de la restauration, au secteur de la santé ou des soins à la personne, ce sont des secteurs qui reposent très largement sur l'immigration et qui seraient confrontés à de très graves difficultés économiques si jamais les immigrés partaient. Qu'on pense aussi au championnat de football de Ligue 1, ce serait un véritable désastre si jamais les footballeurs immigrés quittaient le championnat français. On a aussi des habitudes de travail qui se sont faites dans certains métiers, avec presque des spécialisations par métier, qui sont étonnantes, mais qui sont aussi favorables. C'est vrai que les gardes d'enfants, par exemple, elles sont plutôt africaines, et c'est quelque chose qui rassure les parents. Donc c'est difficile après aussi de changer les pratiques des recruteurs. Pour aller faire des nouveaux recrutements, ça va vouloir dire aussi que vous allez former des chômeurs à re-rentrer sur le marché du travail. Donc, de toute façon, ce serait compliqué aussi. De son côté, l'État a déjà essayé une solution qui paraît facile, les expulsions massives. Ainsi, entre 1931 et 1936, 140 000 Polonais, des mineurs et leurs familles, furent renvoyés dans leur pays sur ordre des gouvernements successifs. Ces rapatriements, comme on les appelait à l'époque, étaient pris en charge financièrement par les compagnies minières. La crise économique faisait rage et ces travailleurs étaient vus comme les concurrents des Français. Des décennies plus tard, à la fin des années 70, le gouvernement de Raymond Barre cherchera à réduire lui aussi le nombre d'immigrés installés sur notre territoire. Cela prendra la forme d'une incitation financière, 10 000 francs d'aide au retour ou d'accord avec les anciennes colonies. Contrairement à ce que certains disent, les travailleurs algériens qui partent ne reviennent pas ensuite. Car avant de partir, ils donnent leur titre de séjour et de travail. Et comme nous ne délivrons plus aucun titre, qu'ils reviennent en touristes sous leur vrai nom ou sous leur faux nom, il n'y a aucun danger. Restreindre, contenir, des idées toujours en cours qui laissent penser que les travailleurs immigrés devraient être une variable d'ajustement pour notre économie. Au chantier naval de Saint-Nazaire, nous avons besoin de construction de ces bateaux par de la main-d'œuvre étrangère à des coûts moindres, parce que ça nous permet d'être compétitifs et de prendre ces marchés et quelque part aussi de donner du travail aux salariés français.
Ces travailleurs étrangers, on les appelle aussi des travailleurs détachés. L'Europe entière y a recours. Il y a 2 ans, un rapport parlementaire en dénombrait 300 000. Normalement, ces salariés sont soumis aux règles du pays d'accueil en matière de conditions de travail et de rémunération. Leur contrat dure moins d'1 an, sinon ils deviennent des immigrés. Or, justement, cette durée limitée serait-elle la solution trouvée pour éviter toute installation durable de ces étrangers? À cela s'ajoutent des abus, voire des violences sur les lieux de travail. Au point que l'ancien travailleur détaché que nous avons rencontré préfère garder l'anonymat et être accompagné d'un syndicaliste de la CGT. J'ai mon copain qui m'a demandé si je veux travailler un peu plus et gagner un peu plus aussi. Je me suis dit oui, pourquoi pas. Hein. J'ai dit oui et c'est comme ça que j'ai arrivé en France, hein, sur le chantier qu'on voit là devant nous. Le chantier naval, ouais. Tu vois, en arrivant ici, et il nous disait, bon, il nous faut votre papier pour faire le contrat de travail, le détachement, tout ce qu'il faut pour être en ordre avec les papiers. Et il prenait le passeport et gardait ça, comme ça on ne pouvait pas aller faire une plainte ou repartir chez nous si on n'était pas content. Donc on était carrément, c'était leur façon de nous emprisonner ici. Ça c'était en 2009. Ouais. On était plusieurs gars de plusieurs pays. C'était pas facile. Hein. On était 2 ou 3 dans la chambre, dans une petite chambre de 9 mètres carrés. Ouais. Ouais. On travaillait 15, 16, 20 heures, 24 heures. C'était plutôt le chantier qui décidait les horaires de travail. Hein. Il y a toujours ce discours, le travail coûte cher, et donc nos patrons ils cherchent toujours moins cher. Et effectivement, le recours. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer parce que quand tu parles du travail moins cher, le travail c'est pas, les étrangers ils sont pas payés moins cher que les Français. Hein. La différence, le truc que les gens ne comprennent pas, c'est que on est payé peut-être presque pareil. Mais sauf qu'on travaille 2 fois plus pour cet argent. Ça crée une espèce de concurrence entre travailleurs. Il y en a d'autres qui se retrouvent au chômage et qui ne trouvent pas de travail. Et donc, effectivement, non seulement de la concurrence, mais même de la division chez les travailleurs. Et ça, on a effectivement tout un tas de gens qui en profitent et qui l'utilisent. Les gens, ils pensent qu'on est là pour piquer leur travail, piquer leur argent. Mais c'est pas du tout comme ça. Hein. On vient ici pour... c'est la vie, hein. C'est la vie qui fait qu'on arrive là. Il y a un vieux rêve des politiques migratoires depuis des siècles, hein, qui consiste à dire admettons uniquement une migration de travail temporaire. Le problème, c'est que toute migration économique finit par devenir aussi une migration familiale. On n'envisage pas que l'immigrant puisse dormir, qu'il puisse vivre, qu'il puisse penser, qu'il puisse amener avec lui des vecteurs culturels, qu'il puisse amener sa famille. Donc il y a une sorte de déshumanisation du regard de l'administration française vis-à-vis de l'immigration qui fait qu'on étudie l'immigration qu'en termes de chiffres, qu'en termes de rentabilité, qu'en termes d'utilité économique, avec cette idée que voilà, un immigré viendra en France, heureux de venir en France d'ailleurs, auquel on fait finalement une faveur, et il viendra en France pour un temps donné, pour une période donnée, pour un moment donné, et il rentrera au pays. C'est-à-dire que la politique d'immigration n'a pas envisagé pendant très longtemps cette capacité qu'auront les migrants à faire souche, on pourrait dire, à s'installer dans la société française, à y rester. Allô, mon petit amour, comment vas-tu? Maman, et toi, comment vas-tu? Donne-moi tes nouvelles d'abord. J'ai eu mes papiers. Félicitations. Merci. Tu sais, on m'a pas donné l'asile politique. C'est quoi alors? C'est écrit selon la loi d'entrée de résidence des étrangers, on vous donnait la protection subsidiaire mentionnée dans la Convention de Genève. Vous pouvez faire appel de cette décision devant l'accord de droit d'asile sous une période de 30 jours suivant le premier verdict. Mais c'est quoi alors? C'est une protection renouvelable tous les ans. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Je dois continuer le process, faire les titres de séjour, l'assurance maladie et tous les trucs. Que Dieu t'aide, t'accompagne et te protège, mon fils. Merci, au revoir, maman. Maintenant qu'il est sous protection subsidiaire, Yazan peut rester en France. Pour lui commence le processus administratif propre à toute personne arrivant sur notre territoire. Premier passage obligé, la préfecture de police. Et dès 7h30 du matin, il y a du monde à l'ouverture des portes.
Eh oui, voilà, maintenant j'ai un récépissé, j'ai tous mes trucs officiellement et tout. Et voilà, il faut trouver un boulot à tout de suite. Peut-être je veux faire l'université et tout. Mais ça va, maintenant j'ai un récépissé pour 3 mois et après, je sais pas, peut-être je peux avoir le titre de séjour. Et voilà, et je suis super content, finalement, après 1 an, j'ai tout. Ça commence, la vie sérieuse, comment dire. Comme c'est le cas pour tout réfugié ou toute personne sous protection subsidiaire, Yazan ne paiera pas son visa et son titre de séjour. En revanche, les autres doivent acquitter la somme de 600 €. Être en situation régulière coûte cher. Après 17 ans passés en France, Christian a choisi de devenir français. Il remplit sa demande de naturalisation. Ma maman a côtoyé la culture française au Cameroun. Donc voilà, j'ai été un peu baigné dans la culture française. Bon, on peut avoir peut-être qu'il y a un intérêt quand on est chef d'entreprise, mais ce n'est pas ça qui est le plus important, qui est la première motivation. C'est d'abord régulariser quelque chose qui permette d'être bien dans le pays qui nous a accueillis, qui nous a présenté des opportunités. Je n'ai pas dit que c'est facile, loin de là. En attendant, Christian s'imagine participer à une cérémonie comme celle-ci. C'est une émotion particulièrement que je vais garder dans mon cœur. Comme je vous ai dit, avoir sa nationalité ou avoir un document administratif n'est que le début. Ce n'est pas la fin. Madame Labidi, Monsieur Christian Ken. Le mot du jour, c'est bienvenue. Cette cérémonie, elle est importante pour la France, dont la tradition d'accueil remonte à des siècles. Avant vous, beaucoup de femmes et d'hommes ont fait la même démarche, le même choix, et ont contribué au dynamisme et au rayonnement de notre pays. En devenant français, vous accédez en tant que citoyen à de nouveaux droits. En contrepartie, vous acceptez de nouveaux devoirs. La France est désormais votre patrie. Vous pouvez être fier d'être français. La France est fière de vous accueillir. Je vous invite à vous mettre debout, nous allons chanter ensemble la Marseillaise. En 2013, 49 750 personnes ont été naturalisées. Il n'en reste pas moins des immigrés. Des Français immigrés riches d'une double culture. Cette double appartenance semble poser de plus en plus de problèmes en France. Un peu comme s'il fallait choisir son camp. Tout changement est souvent vécu comme une menace par rapport à son identité. Comme si aujourd'hui, nous avions une seule identité, comme s'il y avait une singularité de l'identité. Je pense que toutes et tous, à l'avenir, nous aurons des identités qui seront de plus en plus plurielles, et je pense que les immigrés ont peut-être réalisé cela avant les autres, en développant ce concept d'identité plurielle. Cette présence immigrée, désormais conscientisée comme étant durable et définitive, amène les Français à s'interroger sur eux-mêmes, sur leur devenir. Serons-nous encore Français dans 30 ans? C'est la question que se pose le Figaro Magazine dans un numéro très, très emblématique des années 85, avec comme couverture le buste d'une Marianne avec un voile, hein, pour se poser la question justement de est-ce que la France restera comme auparavant, une France chrétienne, une France blanche, une France repliée, on pourrait dire, sur ses prérogatives culturelles initiales. On ne peut pas vivre dans un monde de plus en plus ouvert, marqué par une très grande mobilité.
et ne pas accepter la réalité, qui est qu'il y a des flux migratoires, pas simplement immigrants ou immigratoires, je ne sais pas si on peut le dire ainsi. Bon, donc c'est un fait qui s'impose, et qui s'impose à l'ensemble des pays. Et on voit mal tel ou tel pays, et d'ailleurs on voit mal comment il pourrait organiser juridiquement et concrètement une espèce de bunkérisation et de fermeture de frontières qui l'exempterait de ces mouvements-là. Le désir de fermer les frontières, d'instaurer des lois toujours plus restrictives, exprime peut-être une peur, une difficulté à accueillir l'autre et à vivre ensemble. Mais ces inquiétudes, pour compréhensibles qu'elles soient, ne devraient pas pouvoir s'appuyer sur une idée fausse, celle du prétendu coût élevé de l'immigration.